Si le consentement est si central dans nos expériences quotidiennes, alors comment peut-il être aussi vague ou conflictuel pour ceux qui le vivent? Dans cette vidéo, je vais parler du consentement sexuel depuis l'angle cognitif pour déconstruire nos définitions. En 2017, l'humoriste américain Louis C.K. est accusé par plusieurs femmes d'inconduite sexuelle. C.K. avait tendance à demander aux femmes, qui étaient souvent ses collègues, s'ils pouvaient se masturber devant elles. Qu'elles répondent non, qu'elles disent rien, il passait à l'acte. C.K. a admis les faits tout en insistant qu'à l'époque, il croyait que son comportement était acceptable, en disant au New York Times « Je n'ai jamais montré mon sexe à une femme sans lui demander avant ». Dans cette histoire, on voit que la manière dont on définit le consentement joue un rôle important dans la vie sexuelle de tous les jours. Du côté de Louis C.K., l'acte a été consensuel. Il suffisait de demander la permission. Mais pour les femmes, c'était une agression. Cette permission n'a jamais été accordée. Le problème ici, c'est que quand le consentement n'est pas établi à deux, une personne peut donc se permettre de s'imposer à l'autre et de prendre le pouvoir. D'abord, on peut questionner les contours du consentement. Le plus souvent, c'est défini selon une binarité. Oui ou non, d'accord ou pas d'accord, vouloir ou pas vouloir. Dans cette définition, les deux options sont des pôles opposés, séparés par une frontière très marquée. On est soit 100% consentant et dans un rapport acceptable, normal, soit on est 100% non consentant et dans un rapport violent, abusif. Mais le consentement, c'est aussi pensé comme un continuum ou un spectre d'intention. Les chercheurs appellent cela les degrés d'envie. On peut par exemple avoir un désir sexuel pour un rapport sans avoir envie des conséquences liées au rapport. Par exemple, une grossesse, une mauvaise réputation, une relation trop sérieuse trop vite. On peut aussi avoir envie en principe d'un rapport avec une personne sans avoir envie du rapport dans les conditions données, à cause de l'endroit, le moment, le fait que ce soit sans préservatif, etc. Dans ce cas, comment qualifier les situations sexuelles qui sont ambivalentes? Après, il y a la dimension temporelle du consentement. Souvent, on considère qu'au cours d'une rencontre ou d'une relation, le consentement se produit à un moment spécifique et identifiable. Comme par exemple le moment où on accepte de rentrer avec quelqu'un ou le moment qu'on dit « je veux coucher avec toi ». Mais on pense aussi le consentement comme un processus progressif qui se construit par l'accumulation de plusieurs moments. Par exemple, ce n'est pas seulement le moment de rentrer avec quelqu'un, mais aussi le moment où on s'embrasse ou le moment où on s'enlève son pantalon, etc. Il y a aussi la possibilité de voir ces degrés d'envie osciller au fil du temps, alternant entre des moments de consentement et des moments de non-consentement. Donc cela se pose la question, à quel moment peut-on être sûr d'avoir obtenu le consentement de l'autre ou d'avoir donné le sien? Ensuite, on considère l'expression du consentement. Le consentement, c'est souvent défini comme une expression verbale, est-ce que tu veux, ou simplement les mots non ou oui. Mais on considère aussi le consentement établi par des gestes et des signaux non verbaux, comme par exemple se rapprocher de quelqu'un sur le canapé, toucher sa cuisse, avoir un regard prolongé, sortir un préservatif. Donc, on peut se demander, est-ce que consentir avec ces gestes est aussi légitime que consentir par ces mots? Que faire quand les gestes et les mots sont contradictoires? Finalement, il y a la nature de l'expérience du consentement. Il peut être représenté comme une expérience psychologique qui se passe à l'intérieur de l'individu à travers des émotions et des pensées. Mais le consentement est aussi défini comme une expérience physique et comportementale qui se passe à l'extérieur ou entre les individus à travers des actes et des paroles. Et c'est souvent autour de cette distinction justement que se passent les débats publics, parce qu'elle pose la question de savoir si le vrai consentement, c'est ce qu'on ressent ou c'est ce qu'on fait. Que faire dans les situations dans lesquelles ce qui arrive, ce qui se passe ne correspond pas à notre intention? En somme, dans la vie quotidienne, on a tendance soit à privilégier une ou deux de ces composantes, soit à les amalgamer toutes. Et c'est justement le problème. On porte en nous l'ensemble de ces confusions, à la fois en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. D'ailleurs, pour contourner ces confusions, surtout dans les discours juridiques ou éducatifs,
Nous avons tendance à employer une définition schématique et donc plus facilement actionnable. On représente le consentement comme étant un choix binaire, instantané et verbal, basé sur un alignement parfait entre un sentiment et un comportement. Toute expérience qui ne rentre pas dans cette définition devient alors problématique, voire polémique. Non seulement cette représentation est souvent trop simpliste, mais elle ne correspond pas non plus à la réalité des expériences quotidiennes. Selon les recherches scientifiques, les interactions sexuelles sont souvent des expériences ambivalentes, fluctuantes et fortement contextuelles. Regarder le consentement sous l'angle cognitif nous montre que nous n'avons pas encore construit une définition qui soit fidèle aux complexités réelles de la vie. Sans définition juste, enseigner le consentement ou l'employer dans les démarches de prévention des violences reste malheureusement peu efficace. Si on retourne à l'exemple de Louis C.K., le manque de définition claire et commune a quelque part contribué à l'agression. Mais c'était aussi ce qui a permis à l'agresseur de justifier son acte. Alors, comment recomposer une définition du mot consentement qui soit plus en cohérence avec nos manières de penser et de vivre la sexualité, tout en étant suffisamment précise pour ne pas laisser la place à la coercition, à la violence?